Le docteur Manzanera travaille dans notre équipe à Montpellier. Il est docteur en droit en plus d'être psychiatre. Et donc c'est une chance de l'avoir ici aujourd'hui, mais au quotidien avec nous à Montpellier. Docteur Manzanera, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, docteur Lacan. Merci au comité d'organisation de m'avoir donné la parole et de me permettre de m'exprimer sur cette question combien complexe. Juste une petite aparté, je sais que j'ai très peu de temps et j'ai un souvenir douloureux d'un temps trop bref par rapport à beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être beaucoup plus circoncis que d'habitude. Alors, vous l'avez compris, je suis psychiatre, j'ai effectivement fait une thèse en droit, soutenu une thèse en droit. Je ne suis pas linguiste, je ne suis pas spécialiste forcément des questions de définition. Je droite qui était fâché. Et donc du coup, je me suis énormément pris la tête, il faut être clair, hein, un peu l'image de ce qu'on voyait tout à l'heure, cette espèce de schéma, cette ampoule avec plein de petites lacunes, pour savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir bien vous dire. Je me suis demandé ce que je faisais finalement dans cette question et pourquoi expert dans ce domaine-là. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'est que j'étais une sorte de combo. C'est-à-dire qu'effectivement, par ma culture psychiatrique de soignant, par ma culture aussi en droit, et puis par simplement le fait que je fasse partie de cette population, la population main française, j'ai été questionné à différents niveaux par les violences sexuelles. Et donc du coup, j'ai été obligé d'interroger mes différents niveaux pour savoir un petit peu comment ils allaient pouvoir essayer d'interagir. Puis je me suis dit que finalement, ça allait être peut-être votre problème aussi, à vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être de champs différents. Et il va falloir essayer de comprendre, essayer de comprendre ce que veut dire l'autre, le positionnement de l'autre, pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'opérant et d'efficace au travers de cette conférence de consensus. Alors du coup, j'ai essayé de me placer dans ces trois positions en proposant plutôt que des définitions académiques, j'en ai pas la compétence, j'ai plutôt proposé des définitions didactiques, qui sont des outils de lecture de ce qui va se passer, de ce qui va être proposé, tout en permettant bien évidemment à chacun de les modifier, de les ajuster, je crois que c'est tout à fait l'intérêt, mais aussi de clarifier peut-être la position du magistrat, la position du soignant, peut-être la position du monsieur tout le monde, de madame tout le monde, quand elle est confrontée à cette question. Alors je vais aller beaucoup plus vite. Maintenant, les questions qui sont posées sont extrêmement complexes. Je remercie aussi d'ailleurs le comité d'organisation qui a fait des questions extrêmement précises, complexes, qui amènent beaucoup de réflexion. Et finalement, qu'est-ce que je me suis dit ? Définir, c'est quoi ? C'est tracer les limites. En les violences sexuelles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, effectivement, ces limites, elles sont variables dans le temps, dans l'espace, elles sont plurielles. Ça m'a rapproché finalement d'un phénomène multidimensionnel que je connaissais bien avec la question, par exemple, de la dangerosité, où il est difficile d'appréhender le système simplement par une seule lorgnette ou par une seule issue. On va donc pouvoir répondre à cette question par au moins trois aspects, trois abords, celui de la loi, des professionnels du soin et de la population, dans l'objectif unique de mieux s'articuler. Premier constat au niveau de la loi, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de définition légale des violences sexuelles. Par contre, on va retrouver le terme de violence, même s'il n'est pas défini en tant que tel, au niveau des textes, et on va retrouver bien évidemment le terme d'agression sexuelle. Donc voici ma proposition. Bien évidemment, je vous invite à retourner, à vous rapprocher des textes pour voir effectivement toute la réflexion qu'il peut y avoir en amont. Et je vous prie d'excuser certaines fautes que je corrigerai très rapidement dès que j'en aurai l'occasion. Alors voilà ce que je vous propose dans la question du droit, c'est que finalement, dans sa version stricte, et j'insiste sur ce terme, elles appartiennent à une catégorie d'incrimination, les agressions sexuelles, qui englobe viol, agression sexuelle, autre que le viol, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, inceste. Et par extension, pourrait-on y ajouter les mutilations sexuelles et peut-être l'atteinte sexuelle par rapport au nouveau texte de loi qui est en train d'être potentiellement voté. Et elle repose sur trois éléments: le caractère imposé de l'acte ou du comportement de nature sexuelle, l'appréciation par les magistrats du consentement, de la qualité du consentement, bien évidemment les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la victime. Concernant les professionnels du soin, donc je vais très vite et je prie de m'en excuser, il n'y a pas de consensus, on retrouve beaucoup de termes différents, d'expressions différentes avec des explications variées. On va retrouver les abus sexuels qui sont peut-être un peu surannés maintenant, mais on va retrouver aussi les agressions sexuelles, les violences sexuelles, maltraitances sexuelles dans différents textes avec de multiples référentiels. Peut-être qu'effectivement aujourd'hui nous arriverons à un consensus peut-être aussi même de ce terme-là, peut-être pas, mais ça fait partie des objectifs. Différents référentiels, l'OMS qui va utiliser effectivement le terme de violence sexuelle, mais aussi les conférences de consensus, des recommandations, des livres, des articles, des guides par différents auteurs du monde des soignants. Et des classifications bien évidemment. Alors beaucoup de définitions. Qu'est-ce que j'ai retenu pour permettre la lecture et une meilleure compréhension de ce qui va être abordé par nos différents experts aujourd'hui. J'ai retenu finalement que les violences sexuelles, elles désignent davantage la violence en tant que processus fondamental et central de cette problématique. Et finalement, ce n'est pas directement la sexualité qui est en cause. Le sexuel va intervenir en tant que lieu d'expression de cette violence.
Elle se définit et s'articule autour d'un couple que j'ai qualifié de bipolaire, sûrement par rapport à mon origine médicale, psychiatrique, le couple auteur-victime. Du côté de l'auteur, elles vont apparaître comme une solution défensive, protectrice, alors que du côté de la victime, on va plutôt voir l'expression de la destructivité de cette violence avec toutes les conséquences que vous imaginez, que vous connaissez. Les violences sexuelles ne se limitent pas, bien évidemment, à des modes d'expression purement comportementaux. Il y a la dimension psychologique et d'autres éléments qui vont intervenir. Et puis cette désignation s'inscrit volontairement dans le processus qui est mis à l'œuvre dans un champ élargi. Je crois que c'est aussi l'intérêt du choix de ce terme, et c'est aussi le débat, puisque évidemment, ce n'est pas réductible uniquement au monde de la psychiatrie, de la psychologie, ni même du droit, mais bien sûr, c'est quelque chose qui doit interpeller différents champs et s'articuler. Au niveau de la population, enfin, c'est un petit peu plus compliqué, mais il se trouve que l'histoire d'un certain monsieur Lelandais a réveillé pas mal de débats, de discussions, de réflexions. Je me suis même permis de faire passer un questionnaire sur ce que pensaient mes patients, je suis des patients auteurs de violences sexuelles, de la définition des violences sexuelles, qui est assez intéressant. Je n'ai pas pu le mettre dans le compte-rendu, mais on voit qu'effectivement, il y a une connaissance quand même qui existe. Alors la définition socle, c'est quoi? C'est l'exercice d'une force ou d'une contrainte physique, psychologique, dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Bien sûr, sa définition est très basique. Elle va s'étayer parce qu'il y a une grande variabilité de la norme. Il y a dictat, ce que j'ai appelé des représentations sociales qui vont effectivement faire intervenir à la fois l'héritage, mais aussi cette composante environnementale, expérimentale. Et puis l'impact, l'influence des discours médiatiques, avec derrière une recherche parfois de réparation, voire de défense. Alors, quelle est ma proposition? La proposition est la suivante. Les violences sexuelles ont cette caractéristique, en partant de la définition socle que je vous ai donnée, elles ont cette caractéristique particulière de mobiliser une puissante charge émotionnelle qui fait effraction dans l'imaginaire collectif et menace la cohésion sociale. Elles réactivent les figures archaïques du mal, monstre, ogre, etc., et du bien. Il y a effectivement cette bipolarité qu'on retrouve ici par la mise en jeu de représentations sociales particulièrement solides et stigmatisantes. Elles sont empreintes d'une connotation morale, sexuelle, sexualité, et imposent une réparation, protection, en plaçant la victime au centre du processus. Et par une tendance à la dramatisation, à la répétition, ou parfois à la surenchère, les médias participent à la création, voire à l'activation de ces représentations sociales spécifiques à certains types de violences sexuelles, parfois au détriment d'autres. Certaines formes de délinquance, finalement, de violences sexuelles, passent complètement inaperçues, sont effacées, écrasées par celles qui sont peut-être les plus impressionnantes, les plus effrayantes. Je pense en particulier au viol d'hommes, la pédophilie féminine, etc. Bon, il y en a bien d'autres, vous en avez tous, j'imagine, en mémoire. Donc pour conclure très rapidement, pensez la définition des violences sexuelles par, parce que j'ai beaucoup aimé le terme de par, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes. Finalement, c'est quoi? C'est caractériser une approche pluridisciplinaire, donner des outils, c'est ce que j'ai essayé de vous proposer, de vous transmettre, pour délimiter et comprendre chaque champ de compétences et d'investigation, notamment ceux qui vont être proposés au cours de cette audition publique. Et finalement, c'est peut-être travailler sur les rouages qui vont animer cette articulation santé, justice, société. Bien sûr, on ne peut pas l'exclure, au contraire, elle est omniprésente pour potentialiser l'approche des violences sexuelles de ses auteurs et de ses victimes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci. Donc, on a proposé d'emblée de définir le champ finalement de cette audition, et vous avez d'emblée aussi perçu que c'était compliqué. Nous allons continuer d'essayer d'explorer un tout petit peu avec les chiffres, les données statistiques. Donc, nous enchaînons les 3 experts, et ensuite il y aura 30 minutes de questions-réponses et d'échanges avec la salle. J'appelle Alice Debauche, qui est maître de conférence à Strasbourg, sociologue, chercheuse, et qui travaille depuis des années, qui a rédigé une thèse sur ces questions. Alice, c'est à vous. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité et de me laisser la parole. Donc la question qui m'était posée et à laquelle j'ai tenté de répondre portait sur les données qui existent en France sur les violences sexuelles et la lecture que l'on peut en faire. Alors je me suis d'emblée limitée à une approche classique en sociologie qui est celle de la statistique publique. Autrement dit, les données produites par l'État ou que l'on peut interpréter dans un cadre de production publique, parce que sinon, ça devenait extrêmement compliqué de traiter l'ensemble des données disponibles. Donc c'est aussi par le biais de ma formation, de ma double formation en sociologie et en statistique, que j'ai choisi d'approcher cette question.
Donc classiquement, on distingue deux grands types de sources dans la statistique publique. D'une part, ce qui relève des données administratives, qui vont être des données produites par l'État dans une logique gestionnaire d'administration des services. Et d'un autre côté, ce qui relève des données d'enquête sociodémographiques ou statistiques qui sont produites par des instituts de recherche ou des espaces universitaires, qui sont le plus souvent menés par des chercheurs, donc des sociologues ou d'autres disciplines, et qui, elles, ont un objectif de compréhension et donc de recherche. Donc ces deux grandes catégories donnent lieu à un certain nombre de données qui traitent des violences sexuelles, sachant par rapport à la présentation précédente que les données administratives vont reposer très largement sur les catégories légales, les catégories pénales, alors que les données d'enquête, les données de recherche se sont attachées à reposer sur des catégories plus scientifiques, peut-être plus proches de l'expérience des victimes ou de l'expérience de la compréhension qui en est faite par la population. Et donc c'est dans ce cadre que ces deux types de sources doivent être envisagés. Alors, en ce qui concerne les données administratives, j'en ai distingué, pour aller vite, deux grands types. D'une part, tout ce qui relève des données produites par le ministère de l'Intérieur ou des services qui en dépendent. Donc, tout ce qui relève des faits constatés par la police et la gendarmerie. Et en ce qui concerne les violences sexuelles, il s'agit dans une très large mesure des plaintes déposées par les victimes, puisque dans le cadre des violences sexuelles, on a, comparativement à d'autres types de crimes ou de délits, extrêmement peu de flagrants délits. Bon, il faudrait y ajouter aussi les signalements, mais pour simplifier, on va considérer qu'il s'agit des plaintes. Donc en 2017, on enregistre 16 400 plaintes pour viol, 24 000 pour les autres agressions sexuelles, ce qui correspond à une augmentation extrêmement importante et relativement nouvelle sur les années récentes, puisque ça correspond à 12% de plus par rapport à 2016 pour les viols et 10% de plus pour les autres agressions sexuelles. L'augmentation s'étant concentrée largement sur le dernier trimestre de 2017, autrement dit après l'automne. Et même s'il faut encore du temps pour pouvoir l'analyser et le confirmer, on peut imaginer que cette augmentation des plaintes a été, dans une certaine mesure, portée par les débats médiatiques et le mouvement MeToo, qui ont largement été médiatisés à cette période-là. Alors, si on prend un peu plus de recul, le nombre de plaintes augmente très largement depuis les années 1970. Elles ont été multipliées par environ 10 pour les plaintes pour viol depuis 1974 et 5 pour les autres agressions sexuelles. Le problème qui se pose pour l'analyse sociologique longitudinale, c'est des problèmes de continuité dans les sources qu'on retrouvera à propos des autres types de sources. Et ce qu'il faut en retenir dans l'analyse, c'est que ce sont donc des données sélectionnées par la démarche de plainte, on le sait depuis longtemps. Une proportion relativement faible des victimes de violences sexuelles portent plainte. Selon les enquêtes, selon les sources, on estime cette proportion à 5 à 10%. L'autre grande catégorie de données statistiques administratives, ce sont les données de la justice qui vont porter, que l'on peut résumer comme traitant des condamnations. Donc là encore, il y a une très forte sélection. Ce qu'on donne à voir à travers ces données, ce sont les violences sexuelles qui ont donné lieu à plainte, puis à poursuite, puis à condamnation. On enregistre en 2015 1 millier de condamnations pour viol et 4 700 pour les autres agressions sexuelles. On a observé une augmentation très importante du nombre de condamnations entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. On observe depuis le début des années 2000 une légère baisse dans le nombre de ces condamnations annuelles. Un autre élément important pour en saisir la portée et l'analyse, c'est qu'on ne peut absolument pas rapporter le nombre de condamnations d'une année N aux plaintes de la même année. Il faut évidemment tenir compte des durées d'instruction qui sont de plus assez variables selon le type de violence sexuelle auquel on s'intéresse. Un autre élément important pour envisager ce type de données, c'est la sélection sociale assez importante qui est opérée par le processus pénal. Un certain nombre de travaux sociologiques en attestent. Les hommes, alors j'ai résumé aux hommes, mais les hommes condamnés pour viol en particulier sont bien plus souvent issus des milieux très populaires
que les auteurs que l'on va pouvoir retrouver évoqués dans les enquêtes statistiques quantitatives. Donc c'est l'autre grande catégorie de données à laquelle je me suis intéressée pour mon rapport. Ces données d'enquête, puisque depuis 1992, on dispose d'enquêtes en population générale qui interrogent les personnes sur leur expérience des violences sexuelles au cours de la vie. Donc en 1992, la première enquête qui intégrait des questions sur les violences sexuelles et qui, d'un point de vue de la méthodologie, a fondé la façon dont les enquêtes sont organisées en France. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'interroger les personnes sur des catégories pénales, dont on a pu voir qu'elles ne sont pas forcément maîtrisées par l'ensemble de la population, mais d'en proposer une définition en actes, le plus souvent en faisant référence pour les viols à des rapports sexuels imposés par la contrainte ou des rapports sexuels forcés, et pour ce qui relève d'autres agressions sexuelles, en faisant référence à l'expérience d'attouchement forcé, d'attouchement du sexe par la contrainte. L'enquête sur les enquêtes qui traitent des violences sexuelles relèvent de 3 grandes thématiques: les enquêtes sur la sexualité, les enquêtes sur la santé et les enquêtes sur les violences. La dernière enquête sur la sexualité en France, qui date de 2006, a permis d'estimer à 13% des femmes et 4,1% des hommes victimes d'attouchement du sexe forcé, et à 7% des femmes et 1,5% des hommes qui ont évoqué des rapports sexuels forcés. Sachant que dans ces enquêtes, pour un certain nombre de raisons légales, on n'interroge que des personnes majeures, donc l'enquête que je viens d'évoquer n'interrogeait que des personnes de 18 à 69 ans. L'autre grande catégorie d'enquêtes, je vais très vite, mais ce sont les enquêtes sur la santé qui ont intégré la problématique des violences sexuelles depuis les années 2000 et qui permettent de mettre en relation un certain nombre de problématiques de santé avec l'expérience des violences sexuelles au cours de la vie et qui constituent une forme de reconnaissance des violences sexuelles comme problème de santé publique. Ces différentes enquêtes ont donc permis de mettre en évidence d'un point de vue statistique les conséquences des violences sexuelles sur la santé physique, la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive des victimes et plus généralement sur les comportements de prévention. La troisième grande catégorie, ce sont les enquêtes sur les violences ou les enquêtes de victimation. La première grande enquête sur les violences envers les femmes a eu lieu en 2000 et interrogeait dans le détail sur la survenue des violences sexuelles, c'est-à-dire d'une part au cours des 12 derniers mois ayant précédé l'enquête dans les différentes sphères de vie des femmes et d'autre part sur l'ensemble de la vie. Ce type de méthodologie permet en plus d'estimer le nombre annuel de victimes. Donc dans le cadre de l'ANVEF, c'était 48 000 viols par an qui avaient été estimés pour les femmes de 20 à 59 ans. Je passe à l'enquête la plus récente, l'enquête Virage, auprès de 15 000 femmes et 12 000 hommes de 20 à 69 ans, avec une méthodologie assez proche de celle que je viens d'évoquer et qui, en plus, donne la possibilité de reconstituer les catégories légales. Je ne rentrerai pas dans les détails. Cette enquête a permis d'estimer à 580 000 femmes et 197 000 hommes victimes de violences sexuelles au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, hors harcèlement sexuel, hors exhibition, et encore une fois pour des personnes âgées de 20 à 69 ans, sachant qu'une grande proportion des victimes sont âgées de moins de 20 ans, voire de moins de 18 ans. Toujours en termes d'estimation, elle permet d'estimer à 15% des femmes et 4% des hommes victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, toujours hors harcèlement sexuel et hors exhibition. Ce que montre cette enquête en termes de différences sexuées entre les femmes et les hommes victimes, c'est que les femmes sont victimes dans tous leurs espaces de vie et tout au long de la vie, alors que les hommes qui déclarent avoir été victimes dans l'enquête rapportent principalement des violences dans le cadre de la famille et des espaces publics, plutôt durant l'enfance et l'adolescence. Pour conclure, il existe donc un grand nombre de données statistiques. Les données administratives, je n'ai pas pu rentrer dans les détails, mais qui posent souvent des problèmes d'harmonisation et de continuité dans le temps, qui gagneraient à être harmonisées et mises en relation, et puis auxquelles on pourrait inclure des éléments venant d'autres services. On pense en particulier au service de l'aide sociale à l'enfance, qui, dans certains documents, évoque le nombre de signalements, le nombre de prises en charge d'enfants victimes, mais pas de manière systématique. Les enquêtes en population générale qui sont régulières, dont les résultats sont convergents, qui sont centrés sur les victimes de violences,
Et d'un point de vue extrêmement général, on constate que ces différentes sources montrent une tendance à l'augmentation des enregistrements, sans que cela conduise à une augmentation des condamnations. Mais en revanche, on a très clairement une augmentation des prises en charge, notamment par le biais de la plainte, mais aussi par le biais des associations d'aide aux victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est un exercice très acrobatique. Je pense que les questions émergent tout doucement. Donc nous appelons Philippe Génuit, qui est psychologue et qui va représenter, parce qu'il a été désigné par lui, Christophe Adam, psychologue aussi, Christophe Adam, docteur en criminologie, professeur à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. Il s'agit maintenant de préciser finalement quels sont les profils et qui sont ces auteurs de violences sexuelles. Philippe Génuit, c'est à vous. Donc je représente Christophe Adam. Pour les questions qui auront lieu après, et certaines, je pourrais y répondre puisque nous avons une formation commune en anthropologie clinique et linguistique épistémologie. Pour d'autres, la singularité de Christophe, je vous renverrai à ce moment-là à ses écrits. Christophe Adam, donc, si vous avez lu son texte, évoque six paragraphes. La question de la terminologie sur la question des auteurs de violences sexuelles, terminologie plurivoque et imparfaite, qu'il appelle flottante aussi. L'analyse de l'agir et la criminologie clinique, il le différencie de la criminologie, entre parenthèses généraliste. Le constat sur la conférence de consensus de 2001 par rapport à aujourd'hui. Il relève le déficit de ce qu'il appelle l'analyse de contexte, ou sur la question de l'environnement et de l'analyse sociologique, pour ensuite passer à la question des notions de nouvelles catégories d'auteurs, et pour le travailler, cette question de la nouveauté, pour finir par un exemple de nouveauté qui est le cas des téléchargeurs, notamment de pédopornographie. La première question, qui sont les EVS, et la question de la terminologie plurivoque et imparfaite. Et il y a plusieurs mots, abuseur, agresseur, etc. Et il va travailler sur deux notions qui sont auteurs de violences sexuelles, qui renvoient à la question de la violence, et auteurs d'infractions à caractère sexuel, qui renvoient à la question d'une nomenclature juridique. Il est belge et il montre que le terme AICS est utilisé en Belgique alors qu'il n'y a pas, comme dans le droit pénal français, d'infraction à caractère sexuel dans le code pénal belge. Toutes les déterminations sont référées à un cadre d'édiction. Que ce soit un cadre externe qui va être le cadre législatif ou le cadre juridique, que ce soit un cadre interne, et à ce moment-là il fait référence à Claude Ballier, avec la question de la représentation phénoménologique de la violence par rapport à la spécificité de ce qui serait sexuel, Claude Ballier insistant sur le fait que le sexuel est au service de la violence dans ces cas-là, et qu'il n'y a pas une violence sexuelle en tant que telle, mais une sexualisation de la violence. Et Christophe Adam fait référence aux notions d'intercadre et d'intercontenance d'André Ciavaldini pour évoquer le rapport entre le juridique et le thérapeutique et l'éducatif. Et de ce fait, dire qu'il faut qu'il y ait une continuité et qu'il y ait une connaissance des différents cadres, que chaque cadre se connaisse pour aller plus vite et plus loin. Il parle de modèles criminologiques, notamment avec Jean Kinable. Je regarde l'heure, oui. Il faut référer la notion de criminologie à l'école de Louvain, qui est une criminologie clinique, où il y a eu Étienne Degré, Françoise Digneff, Christian de Beust et Jean Kinable, notamment lié aussi à Jacques Scott, qui était psychiatre et psychanalyste, ami de Jacques Lacan, pour montrer que cette criminologie clinique et cette clinique criminologique renvoie à une question où intervient la pathoanalyse et l'anthropologie et n'est pas restreinte, comme le dit Christophe Adam, à la question de la récidive. Jean Kinable va évoquer trois
trois moments dans la question de l'agir, ou trois positions dans la question de l'agir, à savoir l'auteur, l'agent et l'acteur. L'auteur renvoie au répondant, à la question de la responsabilité, à celui qui est promoteur. L'agent est celui qui effectue, et l'acteur est celui qui est dans la position de l'acteur social, donc la question sociologique dont on reparlera tout à l'heure. Il y a donc une diffraction par rapport à un individu biologique de trois positions anthropologiques dans lesquelles doit s'interroger la question clinique du passage à l'acte. Je passe très vite sur la question du retour sur la conférence de consensus de 2001, où Christophe Adam insiste sur le fait qu'il n'y a pas, de son avis, assez de réflexion sur la question de l'environnement, sur la question d'une analyse qualitative et quantitative en sociologie, sur cette question qui, travaillée épistémologiquement et criminologiquement, devrait susciter plus d'intérêt sur la question de l'environnement. Ce déficit d'analyse de contexte demande de travailler sur une typologie du viol. Et là, il fait référence notamment à Madame Le Guaziou. La référence sur le contexte, il dit que les contextes sont peu décrits et il repère quelque chose qu'il appelle une rupture entre le monde des praticiens et celui des chercheurs, appelant à une meilleure interaction, une meilleure connexion. Concernant la question de nouvelles catégories d'auteurs, il s'intéresse linguistiquement à la notion de nouvelle et il se pose la question, en tout cas il demande à différencier la question de l'émergence et la question de la singularité. Émergence, une nouvelle qui n'existait pas avant et qui émerge, ou une figure plus spécifique ou plus précise, mais de quelque chose qui existait déjà avant et qu'il appelle singulière. Donc ça suppose un travail un peu plus long et un peu plus épistémologique à déconstruire les constructions de savoir qui permettent d'édicter des catégories. Lorsqu'il parle de nouvelles typologies telles que celles des téléchargeurs, de la même façon qu'il va différencier la question de la singularité et la question de l'émergence pour la notion de nouvelle ou de nouveauté, il va demander à ce qu'on travaille sur les différences entre les catégories d'usagers, leur motivation, la diversité des usages possibles d'Internet pour ne pas avoir une catégorie qui serait les téléchargeurs, mais pour montrer que dans cette catégorie, en fait, cette catégorie est épistémologiquement ou épistémiquement édictée et que ça demande un travail de déconstruction clinique. Je vous renvoie à son article pour la question de la recherche exploratoire belge francophone en cours sur 175 dossiers d'AICS adultes, dont 3 femmes. En conclusion, et j'espère être dans les temps, en conclusion, il nous dit qu'il n'y a aucune terminologie parfaite. Mais ce n'est pas grave. Il nous propose d'aller travailler, en bon linguiste, sur la question de la lexicographie et l'étymologie. Il demande à ce que la criminologie qu'il promeut soit insérée à l'anthropologie clinique. Et enfin, par rapport à la question des nouvelles catégories, il nous dit qu'il ne nous a pas été possible de répondre à cette question tant elle dépasse les intentions du présent exercice, mais elle mérite d'être posée et de la travailler. Merci beaucoup aux 3 premiers experts. Nous allons procéder à un temps d'échange de 30 minutes. J'imagine que vous avez déjà des questions, sachant que la priorité est à la commission d'audition. Donc c'est d'abord la commission d'audition qui va pouvoir poser les questions aux experts. Je rappelle que les experts qui ne sont pas encore intervenus peuvent être sollicités. Et nous allons commencer nos échanges. Si la commission d'audition... Charles, si vous voulez bien passer le micro derrière.
Oui, c'est une question pour Madame Debauche. Juste une première question sur les chiffres. J'ai du mal à comprendre le décalage entre l'échantillon, notamment de l'enquête Virage, l'échantillon de 27 000 personnes, et après les estimations de l'ordre de centaines de milliers pour les viols ou les agressions sexuelles. Est-ce que vous pourriez juste expliquer ça, s'il vous plaît? Et une deuxième question d'emblée, toujours pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un problème d'ordre légal pour interroger les mineurs, mais comme on sait qu'une grande proportion des agressions sexuelles ont lieu avant l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme méthode pour avoir une idée de ces données-là, au-delà de ce que vous disiez pour l'aide sociale à l'enfance? Oui, il fonctionne. Merci pour ces questions. Alors, sur la première question, qui est en fait une question un peu méthodologique sur l'estimation statistique, l'échantillon de 27 000 personnes est un échantillon représentatif de la population française, constitué de manière aléatoire, qui nous permet de construire une pondération pour chaque personne interrogée qui la rapporte à l'ensemble de la population française. Donc ce sont des pondérations qui sont construites par rapport aux variables de sexe, d'âge, de niveau d'éducation, de lieu de résidence. Il y en a peut-être une autre, mais là ça m'échappe, qui permet en fait de rapporter finalement cet échantillon à l'ensemble de la population française âgée de 20 à 69 ans. Et c'est à partir de ces pondérations-là que l'on peut construire des estimations du nombre de victimes. En ce qui concerne la problématique singulière des enquêtes sociodémographiques auprès des mineurs, de fait, il y en a eu par le passé. J'en évoque une, je crois, dans mon rapport, une enquête de 1995 qui portait sur la sexualité des jeunes. Le problème qui se pose, en fait, c'est d'un point de vue légal, c'est qu'on est obligé, pour pouvoir interroger des enfants, de recueillir l'accord des parents. Ce qui, dès qu'on s'intéresse à des questions de violences sexuelles, pose un certain nombre de questions. Alors, quand les questions sur les violences sexuelles sont intégrées à des enquêtes beaucoup plus généralistes, on peut imaginer que ça posera des problèmes dans une dimension réduite. Ceci dit, ce qu'on sait quand même, c'est qu'on va passer à côté d'un certain nombre d'enfants dans des familles qui vont être réfractaires à l'idée que leur enfant soit interrogé, et que c'est peut-être probablement en particulier celle-là où il peut y avoir des problèmes, notamment de violences sexuelles intrafamiliales. Donc voilà, ça pose ce type de problème. Bon, je pense qu'il y a d'autres moyens. Alors là, on sort un peu du cadre de la stat publique et des enquêtes statistiques telles que je les pratique. Je pense que passer par des biais de médecine scolaire, médecine généraliste aussi, permettrait probablement de recueillir des données à l'échelon national. Donc, voilà. Mais c'est des choses qui sont vraiment à explorer d'un point de vue méthodologique et surtout du point de vue juridique, parce que ça pose quand même pas mal de problèmes. Pardon, pour prolonger la question de Mme Truffaut, est-ce que les données qui concernent aujourd'hui les enfants ne sont pas seulement rétrospectives, c'est-à-dire à travers le témoignage d'adultes qui peuvent dire il y a 20 ans, 30 ans, etc. etc. Est-ce que c'est bien ça ? C'est en grande partie ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on interroge au cours de la vie, on a des témoignages qui parlent de violences au cours de l'enfance. C'est à partir de cela qu'on peut construire des statistiques qui nous disent que plus de la moitié des viols, plus de la moitié des agressions sexuelles se passent avant les 18 ans de la victime. Mais ça ne permet pas d'estimer un nombre annuel de victimes mineures, ça ne permet pas non plus d'avoir des éléments au plus près de l'expérience des victimes et de la période actuelle, puisque dans les enquêtes, on va finalement recueillir des déclarations de personnes de 65 ans qui évoquent des viols qui se sont passés dans leur enfance, donc il y a très longtemps. Est-ce qu'on peut estimer une part de sous-estimation de ces déclarations ? Ce n'est pas des choses faciles à dire. Et donc, est-ce qu'on a pu mesurer l'écart entre la réalité et les déclarations a posteriori ? Je suppose que c'est impossible. De fait, si on se dit, bon, on va se dire il existe une réalité des violences sexuelles. Les enquêtes en population générale me semblent être la meilleure manière d'estimer, donc à travers les déclarations des victimes, ce que l'on va appeler la réalité.
Les autres types de sources sont forcément biaisés, entre guillemets, ou en tout cas comportent un prisme qui va être celui de la plainte, celui de la déclaration aux associations, celui de la déclaration à un médecin, et donc restreignent forcément l'estimation qu'on peut faire des violences. Voilà, donc de fait, le meilleur outil pour avoir une image au plus près de la réalité, ce sont ces enquêtes en population générale. Docteur Frémy, pédopsychiatre, je voulais vous demander si, à l'heure actuelle, il existe normalement dans chaque département une cellule de recueil des informations préoccupantes, ainsi qu'un observatoire départemental de la protection de l'enfance et de l'enfance en danger, qui normalement sont en mesure de donner des chiffres dans le département dans lequel je suis, qui en donnent même d'assez précis, y compris en matière de violences sexuelles. Donc, est-ce que ce n'est pas une source importante qui mériterait d'être exploitée si on veut connaître les chiffres en matière de violences sexuelles commises sur des mineurs ? Alors, c'est pour ça que je l'évoquais, hein, et c'est vrai qu'il a existé des rapports de synthèse, notamment de l'ex-ONED, Observatoire national de l'enfance en danger, qui synthétisaient ces données. Ce qui manque de fait, c'est une mise en commun, une synthèse des différentes données. Elles ne sont pas toujours accessibles d'un département à l'autre, ou en tout cas pas forcément de la même manière. Il y a parfois des modes d'enregistrement qui sont légèrement différents, des modes de classification qui sont légèrement différents, qui complexifient la démarche de synthèse et de recueil. Après, évidemment que c'est quelque chose qui est pensable et à encourager. C'est pour ça que je l'évoquais. Merci pour la recommandation. Une question sur le viol entre conjoints, agression sexuelle entre conjoints. Est-ce que la loi a modifié en termes de prévalence l'importance du dépôt de plainte, et qu'en est-il de l'évolution judiciaire? C'est-à-dire combien d'entre ces plaintes sont suivies de procès? Alors là, je n'ai pas malheureusement l'ensemble des données disponibles. Alors, ce qu'on a pu observer du point de vue des enquêtes, c'est effectivement une augmentation des déclarations par les victimes des viols qui se produisent dans le cadre du couple. Alors, il faudrait que je retourne à certains de mes articles et de ma thèse. La proportion de condamnation pour viol par un conjoint, alors, c'est toujours compliqué. Dans la mesure où il s'agit d'une catégorie qui a émergé, elle n'a pu qu'augmenter après sa création. Je n'ai pas observé les données pour les années les plus récentes. Effectivement, c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé. Mais c'est souvent les limites avec... Enfin, les limites. Le problème de l'observation de ces nouvelles catégories, au moment où on les crée, effectivement, elles apparaissent comme en forte augmentation. Et il faut un suivi sur le plus long terme qui n'est pas toujours... Enfin, que dans ce cas précis, je n'ai pas réalisé. Samuel Lemitre, vous avez évoqué que les hommes condamnés pour viol, selon les enquêtes administratives, étaient plus souvent issus des milieux populaires. Est-ce que vous avez des éléments démographiques sur qui sont les auteurs de violences sexuelles? Et je pense notamment à la question des violences sexuelles qui peuvent être le fait de femmes. Est-ce qu'on a des éléments sur ces particularités? Alors, encore une fois, il y en a beaucoup et je n'ai pas tous les tableaux et toutes les statistiques. Alors, pour faire le lien avec la présentation suivante, les travaux auxquels je fais référence qui se sont attachés à analyser les dossiers de viol en assises, jugés en assises et qui montrent le décalage avec les enquêtes sont les travaux de Véronique Le Goaziou. Par rapport à ce qu'on observe dans les déclarations, alors, la question du sexe des agresseurs, d'une enquête à l'autre, on enregistre environ 5% d'auteurs femmes de violences sexuelles, avec des différences extrêmement importantes selon le type de violence. Alors là, je parle exclusivement du viol, enfin, ou des rapports sexuels forcés tels qu'ils sont enregistrés dans les enquêtes. Elles sont rarement mentionnées en tant qu'auteur principal, ce qui conduit souvent à leur invisibilisation dans les statistiques. On les retrouve de façon assez importante dans le cadre des violences sexuelles sur enfants, sur leurs propres enfants, donc des violences sexuelles incestueuses. Rarement auteurs de viol, puisque là, il y a une asymétrie de la définition pénale qui limite
qui limite la possibilité de caractérisation juridique de viol quand les auteurs sont des femmes, puisqu'il faut qu'il y ait eu une pénétration du sexe par l'auteur sur la victime. En termes de milieu sociodémographique, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas toujours des informations précises. Là où on les a le plus, c'est quand l'auteur est le conjoint, puisque on a souvent dans les enquêtes des modules qui permettent de décrire de façon assez précise les conjoints. Et c'est notamment là qu'on va observer que ces conjoints sont issus de tous les niveaux sociaux. On a tous les milieux sociaux avec des niveaux d'éducation extrêmement variables, ce qui permet de mettre en relation avec les dossiers d'assises. Voilà. Est-ce que je propose de donner la parole à la salle? Une question là-bas au fond, juste derrière vous, il y a un micro qui est en train d'arriver. Roger Teboul, je suis pédopsychiatre et président de l'association des psychiatres de secteur infanto-juvénile. Je voudrais poser une question générale, alors peut-être aux trois intervenants. C'est sur effectivement la définition du viol, comme on vient d'en entendre parler, et la question du viol commis par une femme. La loi ne reconnaît pas, dans la mesure où il est question de pénétration, vous venez de le dire, madame, ne reconnaît pas la possibilité qu'une femme viole un homme. Si, comment? Mais pas, alors, pas en pénétration, non, mais viol au sens du crime. Parce que, enfin, il semblerait qu'il y ait une ambiguïté. Parce que je pense notamment à John Irving, que vous connaissez, qui est un romancier américain, qui raconte très bien comment, à 11 ans, il a été forcé, violé par une femme qui s'est accroupie sur son sexe en érection et qu'il ne comprenait rien. Il était impossible pour lui d'y comprendre quelque chose. Je trouve que ce serait assez normal qu'il y ait une égalité de traitement entre les hommes et les femmes sur cette question. Est-ce que c'est possible? Philippe Génuit. Je me permets de... Je pense que... Alors, je veux parler pour moi un petit peu, parce que j'ai travaillé sur cette question-là, et comment pourrait répondre Christophe Adam. Christophe Adam a montré tout à l'heure que le cadre d'édiction va créer le concept que l'on va utiliser. Vous utilisez le concept de viol. La question est de se dire, est-ce qu'on est dans un concept juridique qui suppose une pénétration de la victime par un sexe peut-être, mais aussi par un objet, hein? Donc, à ce moment-là, où est-ce qu'on est dans le ressenti de la victime de s'être fait abuser, de s'être fait violer, hein? Quand Christophe Adam parle de ces deux choses, entre les cadres d'édiction, ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup de femmes utilisent envers les enfants, mais aussi envers des hommes ou envers d'autres femmes, utilisent des objets, voire les doigts, pour la pénétration ou de la sphère vaginale ou de la sphère anale. Donc, je ne sais pas si c'est une... Alors, je pense que des juristes... Oui, c'est mieux de parler dans un micro. On fait repréciser l'égalité des sexes, hommes et femmes. Et donc, on reprendra. Philippe Génuit, si vous voulez préciser, Cyril Manzanera. Oui, il y a deux jurisprudences dont j'ai parlé de la Cour de cassation qui évoquent le fait qu'effectivement, une femme qui s'est fait pénétrer, c'est considéré comme un viol, et dans une autre jurisprudence, la qualification de viol n'a pas été retenue. Donc, reste comment le magistrat, le président et le jury va... Le président de la commission d'audition souhaiterait avoir la réponse de M. Manzanera sur cette même question. Je vais être peut-être un peu décevant. Effectivement, sur la définition pénale, c'est tout acte de pénétration de nature sexuelle commis avec violence, menace, surprise, contrainte. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les éléments matériels de fond sont réunis, il y a potentiellement viol. Il y a viol, sous couvert d'une démonstration. Donc le viol d'une femme, bien sûr, est possible, mais aussi d'un homme est possible, etc. C'est cette notion de nature sexuelle qui va définir finalement dans quelle catégorie on va se retrouver, d'incrimination on va se retrouver. Donc oui, effectivement, en termes de viol, il est tout à fait possible pour une femme de violer un homme, de violer un enfant.
il n'y a pas de doute par rapport à ça. Question au fond de la salle, s'il vous plaît. Oui, c'est plutôt commentaire. Donc, Violaine Guérin, je suis médecin endocrinologue et gynécologue et également présidente d'une ONG internationale qui s'appelle Stop aux violences sexuelles. Nous travaillons entre autres aussi beaucoup sur les aspects somatiques. 2 points sur la définition du viol avec un regard médical. Il est important de réaliser que les hommes ont leurs organes génitaux externes et qu'il faudra peut-être revoir à un moment la définition du viol sur les hommes, parce qu'en matière de dégâts et de conséquences médicales somatiques tardives en particulier, on s'aperçoit que vivre des fellations ou des attouchements sur le sexe donne les mêmes complications médicales. Donc ça, c'est une réflexion que je pense qu'il faudrait que nous ayons. Après, en matière de commentaires sur les chiffres, il faut que l'on soit conscient qu'en France, on ne veut pas voir la violence sexuelle faite sur les mineurs. On a le Conseil de l'Europe qui est à Strasbourg, donc en France, qui martèle depuis 2011 qu'un enfant sur 5 en Europe est victime de violences sexuelles. Il est urgent qu'on se pose les bonnes questions dans notre pays. Il y a eu une étude européenne qui a confirmé qu'une femme sur 3 était victime de violences sexuelles. Il y a des données françaises, et ça, on n'en parle quasiment jamais dans notre pays. Il y a également l'étude qui avait été faite suite à l'ouverture de la parole d'Isabelle de Mongeau et commanditée par Roselyne Bachelot chez les mineurs en 2009, et dont je rappelle qu'on signalait que quasiment un enfant sur 3 était victime d'agressions sexuelles dans cette étude, avec à 50% des cas les garçons et à 50% des cas les filles. Il y a une étude qui a été faite par les Canadiens sur le territoire français, l'étude PAGE, où on a des données également qui sont extrêmement inquiétantes et qui ont été présentées entre autres aux assises que nous organisons tous les ans par le professeur Martin Hébert du Canada. Il y a une enquête en cours aujourd'hui en Guadeloupe qui est menée par des sociologues et des médecins qui montre l'ampleur des dégâts absolument colossaux. Je signale à votre intention une étude que nous avons publiée dans le Journal of General Practice en novembre 2017, où on montre effectivement ces dégâts chez les mineurs, où on a montré pour la première fois avec une puissance statistique extrêmement énorme, P inférieur à 0,000 et quelques, et je tiens à votre disposition l'article, comme quoi les mineurs sont d'autant plus touchés par les mécanismes d'amnésie traumatique qu'ils sont touchés tôt dans leur enfance. Et sur le sujet des auteurs d'agressions sexuelles, c'est important d'en avoir conscience, parce que les hommes sont en général touchés plus tôt que les petites filles. Donc cela veut dire qu'on a énormément d'auteurs en particulier, et je travaille sur ce sujet aussi en ouvert et en détention, qui sont touchés par ces mécanismes d'amnésie, et il faut le prendre en compte dans les Je suis désolé de vous interrompre, on va passer la parole. Juste une réponse d'expert complémentaire, ensuite on renvoie sur la question derrière. Une dernière question ici, et on interrompt. Voilà, François Sauté, magistrat, par rapport à la question qui a été posée, j'ai une réponse assez précise, puisque la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté le 9 mai 2018, donc c'est très récent, le projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et dans le cadre de cette adoption, un amendement des députés a été reçu qui prévoit d'incriminer les actes bucco-génitaux imposés à autrui et non plus commis sur la personne d'autrui. Ce qui permettrait, et c'est nouveau totalement, d'incriminer une mère, par exemple, qui pratiquerait une fellation sur son enfant. Voilà. Merci beaucoup. Une question juste derrière, s'il vous plaît. Oui, docteur Straub, donc je suis responsable de délégation CRIAFS et médecin coordonnateur, médecin expert, etc. Donc ma question, c'est pour Madame Debauche. Vous avez dit que, et vous l'avez bien illustré dans le rapport que vous avez publié, qu'il y a un écart entre l'augmentation des plaintes et la diminution du nombre des condamnations, ce qui crée un espace qui est un petit peu inquiétant, parce que si on libère la parole, c'est bien, mais si derrière les victimes se font débouter à la barre, on en connaît les effets délétères, notamment en tant que soignant. Donc ma question, c'est est-ce que cette tendance, alors c'est très bien illustré sur les courbes au niveau de votre rapport, est-ce que ça, si ça se confirme,
Comment faire pour essayer de réaccorder ces deux tendances? Est-ce qu'il y aurait nécessité, alors c'est une piste, mais de créer un espace de médiation, peut-être pour expliquer quels sont les prérequis pour que la loi puisse passer et avoir son effet qu'on considère comme thérapeutique, parce que c'est facile d'envoyer un tweet et de se faire liker. Par contre, c'est plus difficile que le magistrat le retienne. Alors, je vais essayer de répondre à cette question dans la limite de mes compétences. Donc, je ne suis pas magistrate et je suis plutôt sociologue statisticienne et donc même pas sociologue de la justice. Je pense qu'une des pistes que j'évoque dans mon rapport pour comprendre cet écart qui se creuse, c'est qu'effectivement, avec l'augmentation des plaintes, on a une augmentation des plaintes pour des affaires très anciennes ou pour des affaires dans lesquelles les auteurs ne sont pas identifiés. En tout cas, une augmentation plus importante pour les affaires qui ne peuvent pas être poursuivies ou qui vont donner lieu à des abandons de poursuite ou des non-lieux que... voilà, c'est ce qui génère ce décalage. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre de la libération de la parole, ou de la prise de parole par les femmes, la justice ne peut pas répondre à toutes ces déclarations. Et là, de mon point de vue de sociologue, je ne pense pas que ce soit son rôle. Alors évidemment, il faut probablement envisager d'autres espaces, des espaces que j'ai assez peu évoqués ici, mais qui... Enfin, pas du tout, même dans mon rapport, mais qui sont éventuellement les espaces associatifs. Le rôle des médecins aussi pour recueillir cette parole et apporter une écoute et possiblement un soin. Mais à un moment, il faut effectivement très nettement répartir les charges, les possibilités entre les différents acteurs d'écoute et de prise en charge. Question ? Oui, Pascal Descarpes, criminologue et secrétaire général de l'Association française de criminologie. Une question à Madame Debauche sur votre présentation, la 4e slide sur les statistiques des enquêtes. Il y avait 2 chiffres qui m'ont interrogé. Il y en a un, il y a à peu près sur l'année précédente, 600 000 femmes avaient déclaré avoir été victimes et à peu près 200 000 hommes. Donc on est sur un rapport de 1 à 3. Et après, sur la même slide, on est de nouveau sur un rapport de 1 à 5, 1 à 6 ou 1 à 7, enfin sur des rapports de prévalence de victimisation qui m'étaient plus familiers. Est-ce que parce que les chiffres sont affinés, on se rapproche, alors pas dire, enfin, est-ce que ça remet en cause l'idée que les femmes sont quand même de façon beaucoup plus prévalente potentiellement victimes de violences sexuelles? Ou est-ce que c'est parce que ces chiffres sont expliqués un peu plus et c'est mieux fait dans votre rapport? Et donc dans ces cas-là, je le lirai. Donc ce rapport de 1 à 3 qui m'a étonné. Merci. Alors, il y a plusieurs choses qui jouent. Peut-être que pour aller relativement vite, quand on interroge sur les 12 mois ayant précédé l'enquête, les hommes et les femmes interrogés évoquent tout type de faits. Pour les hommes, ce qu'on enregistre très majoritairement, ce sont ce qu'on a appelé... j'ai un trou, mais ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler... des actes de frottage, collage dans les espaces publics, dans les transports, dans le cadre du travail. Donc il les rapporte dans des proportions effectivement assez importantes. Ceci dit, il mentionne régulièrement que ce n'était pas grave ou pas très grave. Ce qui fait que quand on les interroge de manière rétrospective sur des faits plus anciens, ce sont des faits qu'ils ne vont pas évoquer parce que ça n'a pas laissé de traces, qu'ils n'y pensent plus, que ce n'est pas marquant. Donc c'est vraiment les 2 modes de recueil et surtout la façon dont les hommes et les femmes attribuent une gravité de manière extrêmement différente aux mêmes actes qu'on obtient ce type de résultat. Une dernière question ici, s'il vous plaît. Ah, il y avait madame qui était un petit peu avant, alors on va pouvoir essayer de glisser les 2 questions si vous êtes brève. Il nous reste 7 minutes. Bonjour, une question aussi à Madame Debauche. Nathalie Tomasini, avocat spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc dans le prolongement des observations qui viennent d'être faites, vous avez évoqué effectivement les statistiques correspondant aux plaintes qui sont en nette évolution et vous avez évoqué le fait qu'il était très difficile de mettre en corrélation ces plaintes et les condamnations par la suite.
Une question que je me pose et que je vous pose, pourquoi ne pas nous donner également les données administratives des classements sans suite que vous pouvez absolument obtenir, qui nous permettrait quand même de comprendre pourquoi c'est difficile effectivement de mettre en lien le nombre de plaintes et le nombre de condamnations. Alors pourquoi voilà, vous avez bien compris qu'il fallait sélectionner le type de données. Et c'est vrai que j'ai fait un certain nombre de choix qui étaient de montrer plutôt les condamnations que les classements sans suite. Pour aller relativement vite, j'évoquerai une étude qui a été menée à Nantes et à Lille et qui s'est attachée à suivre les plaintes pour viol et leur devenir judiciaire. Et je pense que voilà, je vous renverrai plutôt à cette étude qui a été menée par des juristes et des sociologues voilà, sur cette question-là. Simplement, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement, en tant que praticienne, on sait très bien qu'il peut y avoir beaucoup de plaintes déposées et que le parcours de ces plaintes, c'est souvent, très souvent malheureusement, soit des classements sans suite, soit pour les viols, des correctionnalisations et absence de renvoi devant des cours d'assises. Donc je tenais à le souligner et je pense que c'est nécessaire d'avoir ces données administratives pour démontrer que la prise en charge de ces plaintes n'est pas encore effective et suffisante. Merci. Le président de la commission d'audition va apporter une réponse. Non, en l'état, et d'après une étude qui a été publiée par le ministère de la Justice en mars dernier, il y a 7 plaintes de viol sur 10 qui sont classées sans suite. Autrement dit, la grande majorité de ces plaintes n'ont aucun aboutissement judiciaire. Merci. Une question sur ce côté, rapide, et une dernière question au milieu, on arrête. Bonjour, Vincent Liodet, psychologue clinicien et également juriste de formation. Voilà, je voulais me poser une question à M. Manzanera, revenir un petit peu sur la définition socle, puisque c'est bien d'avoir quelque chose de clair quand on pose un socle. Par rapport à cette définition socle que vous avez proposée tout à l'heure, vous parlez de faveur sexuelle. Il me semble que ce n'est pas forcément quelque chose de très favorable, justement de très opportun, de parler de faveur sexuelle à cet endroit-là, puisque la faveur sexuelle, c'est un petit peu un but manifeste qui me semble, moi, très en trompe-l'œil du vrai but recherché par les auteurs de violences sexuelles, qui serait donc un but latent, qui serait davantage d'interroger la sexualité, d'interroger leur propre image du corps, plutôt que de rechercher des faveurs sexuelles. Parce que si on part dans les faveurs sexuelles, on rebascule dans l'autre sens que celui qui était souhaité par Claude Ballier. On remet le sexuel au devant la problématique de violence qui doit normalement quand même prédominer dans ces problématiques-là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors juste pour répondre, donc c'est dans la partie populaire, c'est ce qu'on a tous appris. Simplement, vous avez tous appris ça, vous avez tous ce socle-là. Je vous renvoie à vos dictionnaires, vos bons vieux dictionnaires, c'est ce qu'on trouve. Il faut savoir que quand on va s'adresser à la population, quand les journalistes vont s'adresser à la population, ils vont partir de ça. D'où l'intérêt effectivement d'étoffer, c'est la suite de ma proposition, où effectivement cette dimension-là va devoir s'articuler avec les autres. Mais je suis tout à fait d'accord, on trouve la notion de faveur sexuelle, on n'a pas parlé non plus des représentations qui peuvent exister sur quand est-ce qu'il peut y avoir viol, pas viol, etc. Et il y a plein de choses comme ça qu'il faut arriver à étayer, non pas battre en brèche, non pas bouleverser ni violenter, parce que du coup on va faire finalement l'inverse de ce qu'on aimerait amener, mais étayer, améliorer, pour donner des outils de compréhension. Donc tout à fait, moi je l'ai sorti effectivement parce que c'est un élément qui est ressorti de façon récurrente, ce qui est assez rigolo et triste, ce que vous soulignez, tout à fait. Merci. Une dernière question ici, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ça fonctionne, oui. Parlez bien devant le micro. Perrine Millet, gynécologue obstétricienne. Je suis porteuse d'un diplôme interuniversitaire qui s'appelle Prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance. C'est une question à Madame Debauche et à la représentante de la DGOS à partir de la question des sources en enquête de victimation. Est-ce que le fait de poser et repérer systématiquement chez les somaticiens, puisque le diplôme que je porte est à direction des somaticiens, ne serait pas une clé pour pouvoir mettre en avant un certain nombre de sources, y compris sur les mineurs, puisque on sait bien que, par exemple, les femmes ne parlent spontanément, même sur les enquêtes en population générale. Je pense qu'il y a des femmes pour qui c'est quand même très compliqué de parler. Et dans les enquêtes qu'on a fait systématiquement, de repérage systématique et de questionnement systématique, en fait, il n'y a que 25% des femmes qui parlent spontanément et 75% en parlent
dans le huis clos de la consultation? Est-ce que de mettre en avant les somaticiens, les soignants du corps, et les former à pouvoir poser la question de façon systématique ne serait pas une bonne source? Alors, très rapidement, personnellement, je le pense. Et au-delà, il y a des études qui ont montré effectivement l'efficacité du repérage systématique, notamment des études en Italie, menées notamment par Patrizia Romito. C'est une piste que j'évoquais notamment pour les mineurs parce qu'effectivement, c'est un espace de contact de personnes qui sont formées aussi à l'écoute et à la prise en charge quand elles le sont. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui me paraît important à développer, à encourager. Merci beaucoup pour la qualité des questions. Nous proposons et nous invitons les experts suivants, s'il vous plaît, à nous